août 1985 s'ouvre sur une belle matinée ensoleillée à Dallas. Mais l'après-midi, le temps est à l'orage. Des nuages gris s'amoncellent et marquent ce qui restera un jour noir dans l'histoire de l'aviation. Aux alentours de 18h, un Lockheed L-1011 TriStar de la compagnie Delta Airlines est en approche à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. L'équipage est en contact avec le contrôle aérien. L'orage est de plus en plus menaçant, mais pas suffisamment pour être véritablement inquiétant. Un éclair est sorti de ce nuage. Où ça? Juste devant nous. Ils continuent leur approche. Remonte. Encore. Remonte. Remonte. Voilà. Remonte. L'aile a touché le sol à cet endroit et l'avion s'est enflammé. Le bilan du tragique accident d'avion de la Delta Airlines s'élève désormais à 131 victimes. L'avion a percuté une voiture, s'est écrasé et a pris feu. Il n'y a que 29 survivants. À Washington, les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, se mettent en route pour Dallas. Quelles sont les premières indications que vous pouvez nous donner concernant l'accident? Nous n'en avons aucune. Apparemment, l'avion s'est écrasé alors qu'il était en phase d'approche. Qu'est-ce qui a bien pu conduire le gros porteur à s'écraser? Les enquêteurs passent le lieu de l'accident au peigne fin à la recherche d'indices. John Hammerschmidt est l'un d'entre eux. Étant donné qu'un orage avait été mentionné, j'ai très vite pensé que ce serait là un élément clé susceptible d'expliquer ce qui s'était passé. Les enregistreurs de vol sont rapidement retrouvés. Ils révèlent que quelques secondes avant le crash, le pilote luttait pour garder le contrôle de son appareil. D'une façon inexplicable, l'avion a d'abord accéléré pour ensuite ralentir et plonger. Puis la vitesse a de nouveau chuté, entraînant alors une perte de portance. L'appareil a touché le sol, percuté une voiture et a fini par s'écraser. Quelque chose avait empêché l'équipage de contrôler l'appareil. Nous nous sommes alors penchés sur l'examen approfondi des conditions météo. Les enquêteurs mettent en cause le phénomène de cisaillement. Il s'agit d'un brusque changement de la vitesse et de la direction du vent qui peut être suffisamment puissant pour faire chuter un avion. Depuis son identification dans les années 60, le phénomène avait causé le crash de 26 avions de ligne, tuant ainsi 626 personnes. 3 ans plus tôt, le cisaillement de vent était responsable de la mort de 145 personnes dans le crash d'un avion de la Pan American à la Nouvelle-Orléans. Pour des pilotes comme John Cox, cette catastrophe devait marquer un tournant dans l'histoire de la sécurité aérienne. Comme l'ensemble du milieu de l'aviation, je me suis dit que cette catastrophe devait être la dernière du genre. Il fallait faire plus que par le passé. La plupart des grands aéroports sont équipés de détecteurs de vent. Dallas en avait 5. Malgré cela, ils n'avaient pas pu signaler à temps le changement de vent. Tout aussi troublant, quelques minutes avant le crash du vol Delta 191, un petit aéronef s'était posé sans encombre. Depuis les années 70, le météorologue John McCarthy étudie une forme mortelle de cisaillement de vent appelée micro-rafale. Le plus terrifiant dans une micro-rafale, c'est la vitesse à laquelle elle se forme. Dans la plupart des cas, l'appareil situé juste devant celui qui rencontre des problèmes ne connaît aucun souci. Les micro-rafales sont des courants descendants, petits mais puissants, qui se forment quand la pluie s'évapore sous l'effet de courants chauds ascendants. L'air devient alors froid et dense et descend précipitamment dans une colonne en direction du sol. Une fois au sol, des vents très violents se propagent dans toutes les directions. Une micro-rafale sévère peut faire chuter n'importe quel avion, d'autant que leur fréquence est extrêmement élevée. Lors de notre étude à Denver, nous avons relevé 90 micro-rafales en l'espace de 90 jours. Ce qui est bien plus que nous l'avions imaginé. Un appareil peut échapper à une micro-rafale, selon son altitude et sa vitesse. Les phases de décollage et d'atterrissage sont les plus risquées.
La preuve a été découverte dans la boîte noire du vol Delta 191. En approchant de la micro-rafale, l'avion a été secoué par un violent vent de face. Puis, en entrant dans la micro-rafale, il a été poussé vers le bas de manière très soudaine. Il fallait impérativement qu'il regagne de l'altitude, mais quelques secondes plus tard, il est frappé par un vent arrière qui le pousse violemment vers le sol. Grâce aux données des enregistreurs de vol, les compagnies aériennes décident d'organiser des sessions d'entraînement d'urgence. Deux solutions semblent évidentes. Il y a d'abord l'évitement. Si vous avez connaissance d'une micro-rafale, évitez-la à tout prix. Mais quand l'éviter est impossible, il faut abandonner toute idée d'atterrissage. Il faut avorter la phase d'approche par une remise de gaz et tirer immédiatement la meilleure performance de l'appareil pour l'empêcher de vous faire percuter le sol. Pour échapper aux micro-rafales, les pilotes doivent savoir où elles se trouvent. À la fin des années 80, des radars au sol sophistiqués permettent d'identifier les micro-rafales avec précision. La tour de contrôle peut ainsi alerter les pilotes, mais parfois trop tard. L'équipage a besoin d'informations instantanées, basées sur sa propre position, pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Même 10 petites secondes peuvent permettre aux pilotes d'éviter une énorme micro-rafale. Une course s'engage alors pour développer un système d'alerte embarqué qui puisse donner aux pilotes les précieuses secondes qui feront la différence entre la vie et la mort. La NASA et la FAA, l'administration de l'aviation civile américaine, s'associent. À l'aide d'un 737 réaménagé, ils testent un système modifié de radar Doppler installé dans le nez de l'avion. Roland Boltz chapeaute le programme. Vu que nous avions développé des technologies sensitives de base, il a été conclu que pour établir la démonstration du bien fondé de la conception, il fallait voler en plein cœur des micro-rafales. Dave Hinton est à bord ce jour-là. Nous avons délibérément soumis l'appareil à des conditions de vol tout à fait anormales pour un avion de ligne. Nous étions loin de prendre place à bord d'un 737 habituel pour se faire servir à boire et manger des pretzels. Il s'agit là d'une expérience totalement inédite. C'est un voyage dans l'inconnu. Une fois que les réacteurs étaient mis en marche et que vous vous retrouviez au fond de votre siège, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Sur une période de 2 ans, l'équipe de la NASA vole au cœur de 75 micro-rafales. Le radar détecte les micro-rafales en mesurant le mouvement et la vitesse des gouttes de pluie dans le vent. Le nouveau système d'alerte est entré en service en 1994. Aujourd'hui, tous les avions de ligne en sont équipés. 1500 pieds. Check. Depuis la mise en place du système, aucun accident n'est à déplorer avec pour cause des micro-rafales. Même les simulateurs de vol en sont équipés. Remise de gaz. Remise de gaz, tour de contrôle Boeing 1. Nous avons dû faire une remise de gaz à cause d'un cisaillement de vent. Des milliers d'autres personnes seraient mortes aujourd'hui si ce travail n'avait pas été fait. Environ 75% des accidents aériens sont provoqués par une erreur humaine. Mais il est parfois difficile de savoir qui en est véritablement le responsable. Le 28 avril 1988, le vol 243 d'Aloha Airlines décolle de la grande île d'Hawaï pour Honolulu. À 7300 mètres d'altitude, l'avion atteint sa vitesse de croisière. C'est alors que le contrôle aérien de Maui reçoit un signal de détresse. Tour de Maui, Aloha 243. Descendons à 13 000. Nous avons perdu toute pressurisation. Déclarons l'état d'urgence. Demandons assistance. Nous n'avons pas de contact avec les PNC. Nous aurons besoin d'ambulance pour les passagers. Vous allez avoir besoin d'une ambulance, correct? Affirmatif. Quel est le nombre de blessés? Aucune idée. Nous n'avons pas de contact avec les PNC. Entendu. Les ambulances sont en chemin. L'aéroport de Kahului à Maui se prépare au pire. Mais ce qu'il s'apprête à voir, personne ne peut s'y attendre.
Près d'un tiers du Boeing 737 s'est déchiré en plein vol. Un cinéaste amateur se trouvait à l'aéroport de Maui lors de l'atterrissage. Près de l'aéroport de Maui, à Hawaï, le vol 243 d'Aloha Airlines vient de traverser un véritable cauchemar à 7 km d'altitude. Une section de 5 mètres du fuselage s'est brusquement déchirée. Les passagers se sont retrouvés dans des vents soufflant à 160 km/h. Je n'ose même pas imaginer ce que ça devait être que d'être assis près du hublot dans cet avion sans toit. Ça a dû être terrible. Tout ce qui n'était pas attaché a été aspiré par le trou. Les bagages, les livres, tout. Si un compartiment bagage s'ouvrait, tout son contenu disparaissait. Des 95 personnes à bord, une seule est tuée. L'hôtesse Clarabelle Lansing a disparu quand le fuselage s'est déchiré. Elle a été aspirée par le trou. On le sait parce que nous avons retrouvé des bouts de peau et du sang sur les rebords du trou. Le commandant de bord, Robert Schumsteimer, et la copilote, Madeleine Tompkins, sont salués en héros. Ils avaient un appareil mal en point et ils se trouvaient au-dessus de l'océan. Tout dans cette histoire relève du pire des scénarios possibles et ils ont pourtant réussi à atterrir. C'est une véritable prouesse aérienne et je crois que personne dans le milieu de l'aviation n'a pensé que c'était possible. Barry Trotter est chargé de l'enquête. Nous devions découvrir pourquoi le toit s'était arraché. Il y avait des centaines de 737 en service. Et il était impératif de savoir quelles étaient les causes de cet accident. Il commence par une étude approfondie de l'appareil. Le Boeing 737-200 a 19 ans et va bientôt être mis hors service. Les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a effectué plus de 89 000 cycles, ce qui fait de lui le deuxième avion le plus utilisé dans le monde. À chaque pressurisation et dépressurisation de la cabine, le fuselage d'un avion s'étire et se contracte. Sans maintenance, des fissures peuvent apparaître, provoquant ainsi la fatigue du métal. Pour les enquêteurs, si la fatigue semble être une des causes, la corrosion en est une autre. L'appareil en effet volait toujours au-dessus de la mer, et le sel corrode le métal. Nous avons trouvé de nombreuses fissures le long des rivets. Nous avons aussi remarqué que les zones attaquées par la corrosion avaient été poncées au papier de verre, puis repeintes avec la même couleur. Selon le NTSB, le personnel au sol aurait dû réparer la corrosion. Mais l'ampleur des fissures laisse supposer que le problème est bien plus grave qu'il n'y paraît. En laboratoire, ils découvrent un autre facteur impliquant directement une erreur dans la conception de l'appareil, au niveau de ce qu'on appelle l'assemblage à recouvrement. L'assemblage à recouvrement, c'est quand un gros morceau d'aluminium du fuselage chevauche un autre morceau. Le tout est retenu par de l'époxy dans le canevas et par ses rivets. Boeing avait connaissance d'un défaut dans l'époxy utilisé pour l'assemblage à recouvrement et en avait informé les compagnies 6 mois avant l'incident du vol 293 d'Aloha. Le NTSB découvre alors que cette dernière n'a pas tenu compte des recommandations du constructeur. Voilà pourquoi l'assemblage n'avait pas tenu. On voit très bien où l'époxy s'est désolidarisé, ce qui fait que le canevas était séparé du revêtement sous-jacent. Une fois que l'adhésif de l'assemblage à recouvrement ne fonctionne plus, la charge sur les rivets s'accroît. Le métal environnant est donc soumis à beaucoup plus de contraintes, ce qui conduit à l'apparition de fissures et à la fatigue du métal. Cette contrainte était accrue par la construction même de l'appareil. En effet, les rivets avaient tous été frésurés et la tête de chaque rivet était encastrée dans le revêtement externe. Sous la surface, les trous chanfreinés avaient les bords aiguisés, propices aux craquures. Certaines fissures étaient visibles, d'autres non. À mesure des différents vols, les fissures se sont propagées jusqu'à se rencontrer. Chaque fissure s'agrandit et finit par en rencontrer une autre, qui en rencontre une autre et ainsi de suite. Et donc, au lieu d'avoir une fissure de 6 mm, ça prend une ampleur disproportionnée. Mis bout à bout, ces 6 mm finissent par faire plusieurs centimètres de long. Un millier de fissures avaient causé l'incident du vol 243 d'Aloha Airlines. Ce phénomène terrifiant s'appelle DMS, ou dommage multisite. Une vague d'inspection révèle que de nombreux appareils souffrent de DMS. Je me souviens qu'un journaliste avait dit que l'industrie venait de se prendre une bonne claque dans la figure. Mais pour moi, c'était bien plus que ça.
C'était un vrai coup de poing dans l'estomac, parce que nous étions conscients de différents problèmes individuels sans avoir jamais pu les comprendre de façon globale. L'administration de l'aviation civile américaine demande alors à toutes les compagnies de renforcer leurs inspections. Elle met également en place un programme concernant le vieillissement des appareils pour trouver la meilleure façon de détecter des fissures dues à la fatigue. Le défi est alors de pouvoir détecter le défaut invisible sans avoir à désosser l'avion. Jusque-là, pour détecter les fissures, les compagnies utilisaient un test électromagnétique appelé contrôle par courant de Foucault. Ce test était très lent parce que chaque rivet devait être analysé séparément. Pire, le test ne faisait pas toujours la différence entre un détail de construction et une fissure. Mais une solution était déjà en cours d'élaboration. Une machine conçue pour les chaînes de montage servait à détecter les fissures dans des composites en fibre de carbone. Après l'accident d'Aloha, les ingénieurs s'emploient à modifier la machine pour qu'elle puisse détecter les fissures dans le métal et qu'elle soit utilisable sur des avions déjà en service. Il faudra 7 ans de recherche et de développement pour arriver à la solution. Voici le scanner mobile automatisé capable de scanner 25 cm d'un revêtement d'avion en 1 minute avec une précision inouïe. Grâce à ces 4 systèmes de scanner, il peut détecter les fissures dues à la fatigue, la corrosion et les défauts de liaison avant qu'ils ne soient trop importants et potentiellement dangereux. Ça ressemble beaucoup au rayon X à l'hôpital ou à une échographie. On préfère savoir ce qui se passe dans son corps ou sur l'avion, en l'occurrence, sans lui faire le moindre dégât. En plus de détecter le défaut, le scanner va le surveiller. Nous gardons une trace de l'analyse dans un dossier qui pourra être utilisé comme référence ultérieure. Si nous suivons une structure, plutôt que de l'analyser ou la réparer pour la première fois, cela nous permet d'avoir un historique auquel nous pouvons nous référer pour prendre une décision quant à une date de réparation à effectuer. Nos outils, nos méthodes d'inspection et même le processus dans son ensemble ont subi des changements significatifs à la suite de l'accident du vol d'Aloha Airlines. Aujourd'hui, le scanner mobile automatisé est une des nombreuses machines utilisées pour inspecter un avion dans le but de garantir que l'accident du vol 243 d'Aloha Airlines reste unique en son genre. En cette journée du 17 juillet 1996, il fait une chaleur torride à l'aéroport de JFK à New York. À bord du vol 800 de la TWA, 212 passagers se réjouissent de partir pour Paris. Mais une valise mal acheminée retarde le départ. Le 747 patiente 4 longues heures sur le tarmac avant de pouvoir finalement décoller à 20h20. Quelques minutes plus tard, plusieurs pilotes contactent le contrôle aérien pour donner une terrible nouvelle. On vient de voir une explosion à 5507. Vérifiez notre position. Venons de voir ce qui ressemble à une explosion à 8-9 km. On vient de voir une explosion juste devant nous, à 16 000 pieds. L'avion vient de tomber. La tragédie est visible sur toute la côte de Long Island. Ce que vous voyez dans l'eau, c'est ce qui reste du vol de la TWA en partance pour Paris depuis l'aéroport de JFK. C'est l'épave de l'avion en feu. J'ai allumé la télé, c'était vraiment horrible. Les flammes couraient sur l'océan. J'ai rapidement su que c'était un 747. Et j'ai tout de suite compris que nous avions des centaines de morts sur les bras. Je ne me réjouissais vraiment pas du travail qui m'attendait. Bob Benson et une équipe du NTSB sont dépêchés sur les lieux. Les hypothèses vont bon train. Certains disaient que l'avion avait été frappé par la foudre ou par une météorite. D'autres pensaient que c'était un téléphone portable à bord de l'appareil qui avait causé l'explosion. Nous avons dû éliminer beaucoup de suppositions pour calmer les esprits. Les 230 personnes à bord périssent dans l'accident. Heureusement pour les enquêteurs, l'épave ne se trouve qu'à 30 mètres de profondeur. Les enregistreurs de vol sont facilement localisés.
Ils sont remontés 7 jours plus tard et les enquêteurs espèrent en apprendre beaucoup. J'étais à l'hôtel. Il devait être 20h quand j'ai reçu l'appel. Je m'attendais à ce qu'on me dise que les boîtes noires étaient endommagées et méconnaissables, mais ce n'était pas le cas. Elles étaient presque intactes. C'était une excellente nouvelle. Mais les enregistreurs indiquent un vol tout à fait normal jusqu'à 4000 mètres où les bandes s'arrêtent brutalement. Quand je me suis rendu compte que les boîtes noires n'allaient pas être d'un grand secours, je savais que nous allions en avoir pour un moment. Il faudra des mois de travail minutieux pour que les enquêteurs puissent faire toute la lumière sur le crash mystérieux du vol 800 de la TWA. Quand le vol 800 de la TWA explose en plein ciel quelques minutes après son décollage de l'aéroport de JFK à New York, les enquêteurs espèrent que les enregistreurs de vol les aideront à expliquer la catastrophe. Mais les boîtes noires ne donnent rien. La seule solution pour percer le mystère est alors de récupérer l'épave de l'appareil dont les morceaux sont éparpillés sur des kilomètres au fond de la mer. Semaine après semaine, les sauveteurs remontent des milliers de morceaux du Boeing 747. Nous avons retrouvé 95% de l'appareil, ce qui est assez remarquable pour l'époque. Il était crucial de remonter le moindre petit bout à la surface. Un hangar de Long Island abrite un puzzle d'1 million de pièces. Les enquêteurs assemblent progressivement le fuselage. Une fois que vous avez l'objet en 3 dimensions devant vous, vous pouvez dire ce qui a posé problème, puis ce qui s'est passé l'instant d'après, et ainsi de suite. On finit par avoir la séquence de destruction de l'appareil. Après 4 mois de reconstruction minutieuse, une première hypothèse commence à se dessiner. Jim Wiley est expert en métallurgie au NTSB. Nous avons pu observer le dessin de fracture de toutes ces pièces jusqu'à l'avant du longeron avant d'elle. Nous nous sommes aperçus que l'avant du réservoir a été poussé jusque dans l'arrière du longeron avant. Nous en avons conclu que l'appareil s'est fracturé à cet endroit, c'est-à-dire dans la section centrale du réservoir d'aile. Les enquêteurs se remémorent alors un accident similaire survenu quelques années plus tôt. La section centrale du réservoir d'aile avait explosé alors que ce 737 attendait sur le tarmac à Manille. Comment expliquer cette explosion alors même que le carburant utilisé dans l'aviation est conçu pour être moins inflammable que le pétrole? D'autant que les investigations avaient montré que les réservoirs incriminés de ces 2 avions étaient presque vides. Voler avec un réservoir vide n'a rien d'inhabituel. Un 747 transporte près de 200 000 litres de carburant, soit 2 fois plus que nécessaire pour traverser l'Atlantique. Un réservoir vide est rempli d'air, qui lui contient de l'oxygène. N'importe quel carburant chauffé dans un réservoir se transforme en vapeur. Mélanger de la vapeur de carburant avec de l'oxygène revient à favoriser une explosion. Tandis que l'avion attendait sur la piste, quelque chose avait dû chauffer les réservoirs. Sous la section centrale d'aile se trouvent des centrales de conditionnement d'air qui fonctionnent grâce à l'air de prélèvement depuis les réacteurs et assurent l'approvisionnement en air des passagers. Ces centrales génèrent également beaucoup de chaleur qui remonte dans la section centrale du réservoir d'aile, qui augmente l'inflammabilité des vapeurs air carburant à l'intérieur même du réservoir. Les enquêteurs font alors un test pour déterminer si l'explosion d'un réservoir peut conduire un avion à s'écraser. Le résultat est sans appel. La question est alors de savoir ce qui peut déclencher l'explosion. J'en arrivais toujours au même point. Un point que je ne pouvais plus ignorer. L'explosion était sûrement d'origine électrique. Bob Swaim examine des kilomètres de câblage électrique, centimètre par centimètre. L'isolation avait des défauts et le cuivre était exposé, ce qui pouvait provoquer des courts-circuits. Nous sommes vite arrivés à la conclusion que le réseau électrique de cet avion n'était vraiment pas en bon état. C'est la dernière pièce du puzzle. Les fils conduisant au capteur de niveau de carburant à l'intérieur du réservoir central de l'aile étaient abîmés. Quand le cuivre est à nu, tout élément conducteur peut créer un pont entre 2 fils. Ce serait comme mettre une bougie d'allumage dans une atmosphère hautement inflammable et créer des étincelles à répétition.
Mais des milliers d'avions volent avec des réservoirs vides chaque jour. Il faut que cela puisse se faire sans danger. Les chercheurs doivent donc trouver le moyen de rendre des réservoirs presque vides, hermétiques à toute explosion. Une solution est de réduire la quantité d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'inertage. L'oxygène qui se trouve dans un espace clos est remplacé par un gaz inerte. Mais les systèmes d'inertage de l'époque étaient imposants et coûteux. Les scientifiques du Tech Center de la FAA à Atlantic City se voient alors confrontés à une tâche difficile. Développer un système d'inertage léger et peu coûteux pour les réservoirs des avions de ligne. Cette mission était un véritable défi. On nous a demandé quelque chose de totalement inédit. Après 4 années de recherche, Gus Sarkos et son équipe élaborent une solution. Le cœur du système d'inertage d'un réservoir repose sur les modules de séparation d'air. Chacun de ces modules contient des centaines de milliers de fibres creuses. L'air va passer à l'intérieur de ces petites fibres qui vont séparer l'oxygène et l'azote contenu dans l'air. Les membranes des fibres creuses sont alimentées en air pressurisé provenant des réacteurs. L'air comprend 20% d'oxygène et 80% d'azote. Les molécules d'oxygène sont trop grosses pour passer dans les membranes. Seules les petites molécules inertes d'azote le peuvent. Elles sont poussées le long de la membrane, puis jusque dans un réservoir vide. Aucune étincelle n'est alors possible. En 2006, 10 ans après la tragédie de la TWA, les systèmes d'inertage sont obligatoires sur tous les nouveaux appareils. Boeing les installe également sur tous les anciens 737 et 747 en service. Le 20 décembre 1995, le vol 965 d'American Airlines quitte Miami pour Cali, en Colombie. Les 163 passagers sont pour la plupart en vacances. À 21h41, le contrôle aérien de Cali perd tout contact avec l'appareil. À l'aéroport de Cali, les familles attendent des nouvelles dans l'angoisse. Le lendemain, le 757 est retrouvé dans les montagnes à l'est de Cali, à 16 km de sa route normale. Il n'y a que 4 survivants. J'ai perdu ma femme et mon fils. Je crois que c'est un miracle que je puisse faire cette interview. L'enquêteur Steve Corey arrive en Colombie le lendemain. Le crash avait eu lieu sur une pente très escarpée, recouverte d'arbres et de végétation dense. Il avait aussi beaucoup plu. La collecte des débris et des corps allait s'avérer une tâche très difficile au vu de toutes ces conditions. L'équipe de Steve Corey parvient à localiser les boîtes noires et découvre pourquoi l'équipage s'est éloigné de l'itinéraire prévu. À 21h26, le vol 965 d'American Airlines demande une autorisation d'atterrir. Des malentendus lors de la communication avec le contrôle aérien conduisent à l'entrée de données erronées dans le système de gestion de vol. À 21h37, l'avion se détourne de Cali dans un large demi-cercle pour se diriger vers l'est en direction des montagnes. À 21h41, l'équipage s'aperçoit qu'il n'est pas sur la bonne trajectoire. Quelques secondes plus tard, l'avion percute les montagnes. Ce genre de crash est classifié sous le sigle anglais CFIT, qui signifie qu'une collision a eu lieu alors même que l'équipage avait le contrôle de l'appareil. L'enquête détermine rapidement que l'accident n'est pas dû à un défaut de structure. Cet avion était en parfait état, et pourtant il s'est écrasé. Un avion en parfait état s'écrase. Le vol 965 est la dernière victime d'un accident de type CFIT. Dans les années 60, les vols commerciaux ont augmenté, tout comme les accidents de type collision avec le sol en vol contrôlé. La plupart étaient causés par des pilotes désorientés qui souffraient d'une mauvaise visibilité. À l'époque, ils n'avaient aucun système pour les avertir qu'ils étaient sur le point de s'écraser. Deep landing, deep landing.
L'ingénieur électricien Don Bateman s'est attaqué au problème. Cela fait 40 ans qu'il travaille pour rendre le transport aérien plus sûr. Et ce depuis qu'un accident du type CFIT l'a touché de près. Je me suis toujours personnellement impliqué parce que quelques-uns de mes collègues chez Boeing s'étaient écrasés sur une montagne. Don Bateman est parti de la technologie développée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le radar altimètre donnait une information cruciale aux pilotes, l'altitude. Cela a sauvé de nombreux équipages de bombardiers lors d'atterrissages de nuit, souvent par mauvais temps. En 1970, Don Bateman avait produit le premier système avertisseur de proximité du sol, connu sous l'acronyme anglais GPWS. Ce système mesure constamment l'altitude et entre les données dans l'ordinateur, qui va alors comparer l'altitude de l'avion avec sa vitesse et son taux de descente. Si l'avion descend trop vite ou que la topographie du terrain change brusquement, un avertisseur sonore retentit. En 1974, la FAA avait rendu ce système obligatoire sur tous les gros porteurs. Le résultat est qu'il y a eu une énorme chute des accidents de ce type. En 1995, cela faisait des années que tous les avions américains volaient avec le GPWS. Et pourtant, le vol 965 n'a pas échappé à la catastrophe. L'équipage a bel et bien été averti par une alerte sonore du GPWS 15 secondes avant, je crois. L'équipage a réagi correctement en tirant l'avion vers le haut. Ils ont mis les gaz à pleine puissance pour faire remonter l'avion. Ça n'a pas suffi, il n'y a pas eu assez d'alerte. 30 mètres de plus auraient pu les sauver. L'accident révèle un manque dans l'avertisseur de proximité du sol. Le GPWS ne détecte le sol qu'à la verticale et pas ce qui se trouve devant l'appareil. Si le terrain s'élève brusquement, le système est incapable de prévenir le pilote à temps. L'inventeur du système avait passé des années à chercher comment pallier ce problème. Mais pour pouvoir lire le paysage à l'horizontale, il fallait des cartes topographiques détaillées. Don Bateman ne pensait pas qu'il en existait, jusqu'au jour où... Les soviétiques établissaient des cartes topographiques depuis 1923. Ils ont même continué pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils collectaient des données du monde entier et à la fin de la guerre froide, ils se sont mis à vendre toutes ces informations. Cela m'ouvrait des perspectives que jamais je n'avais imaginées. Du coup, j'ai persuadé mon entreprise d'acheter le plus de données possible. En plus des données topographiques, Don Bateman avait la technologie qui pouvait donner la position précise d'un avion. Cette technologie était également née pendant la guerre froide. En 1983, le vol 007 de Korean Airlines s'était trompé de trajectoire en entrant dans l'espace aérien soviétique. Il avait été abattu et 269 personnes avaient trouvé la mort. Cet incident avait persuadé le président américain Ronald Reagan de déclassifier un système militaire d'aide à la navigation, le Global Positioning System ou GPS. Don Bateman avait désormais tout ce dont il avait besoin. Le dispositif plus évolué appelé Enhanced GPWS utilise toujours un radar altimètre pour détecter le sol à la verticale de l'avion. Mais un système GPS embarqué se sert des satellites pour suivre à la trace la position de l'appareil. La combinaison de l'altitude et de la topographie permet au pilote de voir devant lui et l'avertit à l'approche d'un danger. Voici le système en action dans le ciel de l'Arizona. L'écran montre le terrain environnant. Le rouge représente un terrain situé plus haut que l'appareil. En cas de mauvaise visibilité, il se peut que le pilote ignore qu'il risque d'entrer en collision avec une montagne. Dans ce cas, l'information à l'écran lui sert d'avertissement. S'il l'ignore, c'est alors que retentit Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Terrain ahead. Vire à droite. Don Bateman améliorait ce système quand est survenue la tragédie du vol 965. Quand la catastrophe de Cali a eu lieu, tout le monde s'est intéressé au système. Plutôt que 15 secondes, on pouvait lancer une alerte au moins 1 minute avant. 1 minute, c'est long pour un avion.
Tous les avions enregistrés aux États-Unis transportant au moins 6 personnes doivent être équipés d'un EGPWS. Il n'y a pas eu un seul accident de type CFIT depuis la mise en place de cette technologie. C'est un système génial. C'est une technologie efficace et 95% des avions de ligne aujourd'hui en sont équipés. À l'heure actuelle, les chercheurs sont en train de mettre au point la nouvelle génération de EGPWS qui offrira une vue topographique en 3D, quelle que soit l'heure ou la météo. Les pilotes n'auront même plus à regarder par la vitre. À l'aéroport Charles de Gaulle, le 25 juillet 2000, un Concorde d'Air France se prépare à s'envoler pour New York. L'avion le plus rapide du monde est un bijou de technologie et peut se vanter de n'avoir connu aucun accident. Ce jour-là, 100 touristes allemands partent en vacances. Mais l'impensable survient. Le passager d'un camion filme le décollage du supersonique. Quelques secondes plus tard, le vol 4590 s'écrase. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment l'avion a pu prendre feu de manière si soudaine. Quand le vol 4590 d'Air France s'écrase au décollage, les 100 passagers et les 9 membres d'équipage sont tués. L'accident fait également 4 victimes au sol. Tout le monde était sous le choc. Personne ne voulait croire que le Concorde pouvait être impliqué dans une telle tragédie. Les enquêteurs français et britanniques se mettent immédiatement à chercher la cause de la catastrophe. L'avion avait en grande partie été détruit dans les flammes, mais les boîtes noires sont retrouvées et révèlent l'enchaînement des faits. Le feu s'est déclaré juste avant que l'appareil ne décolle de la piste. L'équipage éteint un des moteurs, pensant qu'il est en feu, mais il lui est impossible de rentrer le train d'atterrissage. Et quand un second moteur prend feu, il perd le contrôle de l'appareil. 72 secondes après le décollage, le Concorde s'écrase. Si le feu est bien responsable de l'accident, qu'est-ce qui a bien pu le déclencher? Les enquêteurs s'appuient sur des photos prises par des témoins. On voit clairement que les flammes provenaient de la zone autour du compartiment du train d'atterrissage. Elles provenaient sans doute également des moteurs eux-mêmes. Mais il s'agissait bien plus que d'un simple feu de moteur. Les enquêteurs identifient la source de l'incendie, une fuite d'un réservoir à proximité du train d'atterrissage. Reste encore à savoir ce qui a causé cette fuite. Parmi les débris de l'avion, 2 morceaux d'un pneumatique sont retrouvés, chacun pesant environ 4 kilos. Tout porte à croire à un éclatement. Les 2 morceaux de pneumatique retrouvés s'accordaient parfaitement ensemble. C'était comme si le pneu avait été sectionné de part en part. Un autre indice vient étayer cette théorie. La coupure dans le pneumatique correspond à une lamelle métallique qui était tombée de l'avion qui avait précédé le Concorde au décollage. Le morceau métallique en question semble avoir causé l'éclatement du pneu. Il s'agit d'une lamelle en titane d'environ 30 cm de long et 2,5 cm de large. Vu qu'elle avait la forme d'un L, elle n'a pas été aplatie par le pneu, mais elle l'a fait éclater. Comment l'éclatement d'un pneu peut-il conduire à un tel accident? Les enquêteurs découvrent un 3e indice. Une petite partie d'un réservoir. Grâce à ces 3 indices, ils réussissent à reconstruire ce qui s'est passé. Quand le pneu a éclaté, un gros morceau de gomme s'est détaché et est venu frapper le câblage électrique des ventilateurs de disques de frein. Un autre gros morceau de gomme d'environ 4,5 kg est venu percuter cet endroit-là.
près du réservoir numéro 5, provoquant une fuite de carburant. Le carburant a coulé et est entré en contact avec l'arc électrique et a provoqué le départ du feu. Le tout est maintenant de s'assurer qu'une telle chose ne puisse plus jamais se reproduire. Les concepteurs du Concorde développent alors un projet de renforcement des réservoirs en utilisant du Kevlar, une des fibres synthétiques les plus résistantes. Elle est entre autres utilisée dans la fabrication des gilets pare-balles. Le Kevlar est 5 fois plus résistant que l'acier. Un revêtement en Kevlar est installé à l'intérieur des réservoirs. Si le réservoir est perforé, le revêtement en Kevlar bouchera le trou, réduisant ainsi de 95% toute fuite de carburant. La deuxième étape est d'avoir des pneus plus résistants. Les pneus d'un avion sont très particuliers. Ils doivent pouvoir supporter 185 tonnes à des vitesses dépassant les 400 km/h. À cette vitesse, les pneus du Concorde se tendent comme un élastique. S'ils sont coupés, le morceau de gomme sera projeté à une vitesse vertigineuse. Le défi était vraiment de taille, parce que le fabricant de l'époque ne pensait pas pouvoir élaborer un pneumatique plus résistant et plus sûr. Un autre fabricant offre une solution révolutionnaire, le pneu Near Zero Growth, qui, comme son nom l'indique, a un grandissement quasiment nul. L'intérieur du pneu NZG a une conception radiale plus résistante. Il est également renforcé par 5 bandes dont la composition est tenue secrète. Le pneumatique ne s'étire pas à vitesse élevée, ce qui le rend moins propice à des éclatements. C'est beaucoup plus simple de couper un élastique tendu plutôt qu'au repos. C'est cette technologie qu'ils ont obtenue avec le pneu Near Zero Growth. Le pneu est aussi renforcé par une couche anti-coupure à base de Kevlar. Les tests montrent son extrême solidité. Le pneu tourne 27 fois par seconde. C'est la lame qui se brise et non le pneu qui éclate. En plus de résister aux coupures, le pneu NZG ne se disloque pas. Nous étions vraiment ravis à l'époque. C'était une très belle surprise, un vrai cadeau de Noël. Le 6 novembre 2001 marque la fin des vols commerciaux du Concorde. Le Concorde n'est plus en service, mais les pneumatiques NZG volent toujours. Ils sont désormais standards sur tous les avions. Aujourd'hui, des décennies d'innovation protègent les passagers contre le vent, le feu, la fatigue du métal et les éclatements de pneus. Alors que le transport aérien réduit constamment les distances, des scientifiques continuent de développer de nouvelles technologies pour rendre le ciel encore plus sûr.